Midi partout au Sénégal, 12 heures également en temps universel. Bonjour et bienvenue au grand journal de la RFM. Au sommaire, audition de Guy Marius Sagna et compagnie. Dans le fond, les avocats de l'activiste et de ses codétenus de PASTEF annoncent une demande de liberté provisoire après leur rendez-vous avec le juge d'instruction. Ce lundi 22 mars, premier jour ouvrable après la levée de l'état de catastrophe sanitaire, les gestes barrières toujours de rigueur. Côté vaccination, il faudra attendre 2022 avant de toucher toutes les cibles prioritaires. À suivre la démonstration, chiffre à la pluie de Moubarak Lo dans ce journal. Remobilisation des militants de l'APR après les émeutes du début du mois de mars et au lendemain de la levée de l'état de catastrophe sanitaire à Matam. Le ministre de la Justice, Malick Sall, accuse les responsables des émeutes du début du mois de mars d'avoir voulu rééditer le scénario malien au Sénégal. Et puis implication d'Ousmane Sonko dans la recherche d'une paix définitive en Casamance. Noa Cissé du GRPC accorde la présomption de bonne foi aux leaders de PASTEF et met en garde contre tout communautarisme. À la fin de ce journal, point de vue, nous reviendrons sur la journée mondiale de l'eau. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Souleymane Niang. Guy Marius Sagna, Biram Souley Diop, Abbas Fall, Clédor Sène et autres Hassan Diouf sont entendus ce lundi 22 mars et demain mardi par le juge d'instruction dans le fond du dossier qui leur a valu d'être interpellés il y a quelques semaines et depuis lors ils sont en détention préventive. Leurs avocats annoncent le dépôt d'une demande de liberté provisoire dès cette audition dans le fond du dossier préalable donc à toute demande de liberté provisoire. Le ministre de la Justice se prononce sur les récentes émeutes qui ont secoué le pays. Maître Malick Sall déclare que des gens ont cherché à plonger notre pays dans un scénario à la malienne, mais le pouvoir a su faire face selon lui. Le ministre de la Justice s'exprimait en marge d'un méga-meeting tenu hier par les responsables de l'APR dans le Fouta. Écoutons Maître Malick Sall au micro d'Ali Bandelnian. Vous savez, il y en a qui rêvent. Il y en a même qui ont pensé qu'ils allaient rééditer le coup de ce qui s'est passé au Mali. C'est bien entendu des gens, et vous savez ce qui s'est passé au Mali. Ceux qui avaient manigancé ça, ils l'ont manigancé, mais en fin de compte, quand le régime est tombé, ce n'est pas eux qui l'ont ramassé. Ben là, ici au Sénégal, nous ne sommes pas dans les plateaux de télé, nous ne sommes pas dans les radios, nous sommes sur le terrain en train de travailler. Et au fond, le peuple sénégalais est un peuple extrêmement mûr, politiquement. Il sait ceux qui s'amusent avec lui. Évidemment, comme tout peuple, ils ont envie de se distraire. Donc quand certaines personnes appellent au cinéma, les gens adorent ça, ils se distraient. Mais le jour, quand il s'agit de mener la barque du Sénégal, ils savent qu'ils n'ont pas meilleur pilote que le chef de l'État, le président Macky Sall. Ils le savaient en temps de crise, dénote de son auteur une sérénité qui n'est pas donnée à tout le monde. La remobilisation des troupes à l'APR partout dans le pays, Dakar, Tamba et même Matam. Objectif, réinvestir le terrain depuis l'affaire Adji Sarr, même si à Matam il y a eu quelques flops. Il y a eu des contre-manifestations, des jeunes qui sont sortis pour crier leur malaise, un phénomène assez rare pour être relevé. Nous reviendrons là-dessus tout à l'heure avec Mohamed Ali Mouba. En attendant, l'appel de Tivaouane pour la paix au Sénégal, Serigne Adissi, marabout politicien, s'insurge contre les récentes violences qui ont secoué le Sénégal. Il interpelle également les acteurs politiques, surtout ceux qui prédisent une deuxième vague de manifestations. Cheikh Anta Diop. Serigne Adissi, le président du mouvement TAN de Tivaouane, condamne fermement les douloureux événements survenus dans le pays et ceux qui prédisent une seconde vague de manifestations. Ñun dal yéen nañu Sénégal lu deuxième vague histoire ñaan yalla mu yam am nañ ci yaakar nak ndax mag ñi ñaan nañu kilifa yi ñaan nañ. Nous allons unir nos forces et idées pour le maintien de la paix au Sénégal. Ces menaces pour une deuxième vague de manifestations, nous condamnons cette déclaration. Nous n'accepterons pas que ce qui s'est passé récemment se reproduise.
Et nous remercions nos khalifes généraux qui ont beaucoup prié pour la paix dans notre cher pays. taxawaay gis nañ ko ci Serigne Babacar Sy Mouhamadou Mansour taxawee ci événement bi suñu waajur ba nekk ca Touba Serigne Mountakha yàlla na ko yàlla dolli kàttan. Serigne Hady Sy appelle à un apaisement. Il a aussi demandé au chef de l'État de mettre en place des programmes pour l'emploi des jeunes. kilifa diine yi ñaan nañ ko ci xew-xew yi am may ñaan ci li ci Tivaouane am nañu ay usines yu fi ne monsieur le président Tivaouane xaj nañ ci waaye gisuñu seen bopp. Particulièrement les jeunes de Tivaouane, ici dans le département, plusieurs entreprises y sont implantées, mais le chômage est très croissant. Les jeunes sont laissés en rade. Le marabout politicien a appelé tous les leaders politiques à faire preuve de patriotisme. Pour lui, la situation actuelle impose une solidarité de tous. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Reparlons de l'appel d'Ousmane Sonko qui invite les combattants du MFDC à déposer les armes pour au moins une période de 6 mois. C'est pour favoriser un dialogue pour le retour à la paix en Casamance. Noa Cissé, en réaction à cette invite, demande à ce qu'on accorde aux leaders de PASTEF une présomption de bonne foi, tout en évitant de verser dans le communautarisme. Membre du groupe de réflexion pour la paix en Casamance, Noa Cissé rappelle que dans le passé, Sonko avait fourni des garanties de son implication objective pour un retour définitif de la paix dans cette partie sud du pays. Noa Cissé avec la Minba. Je considère qu'il est partisan de la paix en Casamance. Il a déclaré de manière formelle qu'il n'est pas pour une Casamance indépendante, il n'est pas pour la lutte armée qui est engagée, il est pour une Casamance partie intégrante effectivement du Sénégal. Il a même pris l'engagement à titre personnel et de manière exceptionnel de collaborer au moins sur cette question avec Monsieur le Président de la République pour l'avènement de la paix en Casamance. Mais antérieurement à cela, en 2019, il a été interpellé par les femmes de la plateforme. Il n'a pas hésité sous forme de boutade à dire quand je serai président, j'irai moi-même dans la forêt, prendre mes cousins, prendre mes oncles, mes neveux, etc. et les ramener dans la vie civile pour oublier à jamais véritablement la guerre qui a été engagée. Maintenant, il faut éviter qu'il y ait des dérives de type, communautariste ou identitaire qui se cristalliseraient sur ce conflit, qui est au fond pas un conflit de Casamance, pas un conflit d'une région, c'est effectivement un mal-être au Sénégal exprimé par une jeunesse qui avait effectivement de fortes demandes et dont la pression a donné effectivement ce que l'on sait. Donc il est souhaitable qu'aucun amalgame ne soit fait là-dessus, surtout que le principal concerné a déterminé de manière très claire et nette sa position sur cette question. Noa Cissé qui s'exprimait en marge de la célébration des 10 ans de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Quelques mois après son départ de Réumi, Déthié Fall va créer son propre parti. Le lancement de cette nouvelle formation politique est prévu dimanche prochain. Alors question, que pèse politiquement l'ancien vice-président de Réumi? Peut-il bousculer la hiérarchie politique? Des analystes répondent par la négative. Déthié Fall risque de créer un parti de plus. Binta Diallo. Déthié Fall, Idrissa Seck, c'est terminé. Fin de compagnonnage politique. Le premier a décidé de mettre en place son parti et rester dans l'opposition, ce qui va lui permettre de se positionner et d'avoir une légitimité, selon notre confrère Bakary Domingo Mané. Même s'il venait à le créer, tout ce qu'on peut dire au moins, du point de vue de l'expérience, c'est quelqu'un qui peut apporter quelque chose, qui peut mettre des choses sur la table. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect dans son apport, c'est du point de vue professionnel. C'est quelqu'un qui est dans le secteur, disons, de l'industrie, qui a une expérience à la matière. Certainement, c'est une expérience qu'il mettra au service, n'est-ce pas, du pays. Du point de vue principiel, ce sera un parti de plus, selon Dr Abdourahmane Sanoko. Le constat est que le landerneau politique est cependant en train de prendre une cure de jouvence. Moi, je vais considérer que ce sera un parti de plus. Du point de vue idéologique, certainement qu'il va perpétuer les principes soit libéraux ou patriotiques, parce que souvent aussi, vu son âge, les jeunes leaders ont tendance ces derniers temps à beaucoup plus focaliser leur engagement politique par rapport à des idéaux et des principes
patriotiques ou libéraux. Donc je ne pense pas qu'il puisse s'écarter aussi de ce champ-là. Déthié Fall avait déjà annoncé les couleurs de son prochain départ du parti Rewmi tout de suite après que Idrissa Seck a décidé de rejoindre le président Macky Sall. Déthié Fall, même en démissionnant du parti Rewmi, ne perd pas son mandat de député parce qu'il a été élu sur la base de la liste Manko Taxawu Sénégal. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Ce lundi 22 mars, journée mondiale de l'eau, élément de vie très rare dans beaucoup de quartiers de la capitale, notamment à Bentali. Là-bas, c'est la croix et la bannière pour trouver de l'eau. Les populations qui se disent très fatiguées espèrent une solution dans les plus brefs délais. Reportage Nafissa Toussila. C'est le rituel pratiquement dans tout Bentali. La pénurie d'eau est devenue chronique, nous dit Adama Diop, vendeuse de petits déjeuners devant sa maison. La semaine dernière, on a même voulu faire une manifestation pour réclamer de l'eau. On ne sait plus où donner de la tête et on ne dort plus correctement. Mamdia Rasek, une voisine, un peu plus de la cinquantaine, déplore cette situation qu'elle vit depuis des années. Ce sont mes enfants qui veillent la nuit pour que j'aie de l'eau. J'ai tout le temps des maux de tête. On a vraiment besoin d'aide à Bentali. Cette pénurie d'eau, je la vis depuis mon plus jeune âge. Et le camion citerne, elle a fait une croix dessus. Justement, c'est pour éviter les bagarres et les crépages de chignons. Josen, ancien militaire, attend désespérément l'arrivée du camion citerne. Nous sommes vraiment fatigués. On dirait que c'est juste à Bentali que l'on vit cette situation. Et cela perdure depuis plus d'une décennie. Tu vois, j'ai même demandé à ce jeune homme de me trouver de l'eau si le camion citerne arrive. Un peu plus loin, à la cité Cheikh Ahmadou Bamba, ce sont les mêmes complaintes. Fatou Gueye espère en finir au plus vite, surtout avant le ramadan. Pendant le ramadan, si on coupe le jeûne, le camion est là. Tu te lèves, tu laisses ton mari et les enfants pour chercher de l'eau. Quand tu vas chez le camion, tu n'as rien. Tu n'as que 2 bassines. Finalement, on se sent fatigué d'art. À la cité Cheikh Ahmadou Bamba, non. On ne nous considère pas jusqu'à Bentali. C'est ce 22 mars qu'est célébrée la journée mondiale de l'eau qui ne coule toujours pas des robinets dans tout Bentali. Les populations, de plus en plus désespérées, soutiennent ne plus pouvoir payer une facture d'eau que l'on ne consomme pratiquement pas. L'accès à l'eau potable reste un véritable problème à Touba également, où des problèmes sont notés très souvent. C'est pourquoi un comité a été mis en place sur instruction du Khalife général des Mourides afin de trouver des solutions. Marema Diop. Certains quartiers de Touba peinent toujours à avoir accès à une eau potable et en quantité suffisante. Alors, le Khalife général des Mourides a donné des instructions fermes pour remédier à cette situation, accentuée surtout à l'occasion des événements religieux. Mohamedou Bambassar, représentant de l'OFOR, l'Office des forages ruraux, explique les causes. Les conducteurs de forage doivent être mieux traités, logés pour plus d'efficacité. Le réseau ne répond plus aux normes. Il y a beaucoup de failles. Le personnel technique de Maou Rahmati doit être renforcé. Des efforts sont en train d'être faits selon Moustapha Dian, président de Maou Rahmati, la structure en charge de la gestion de l'eau à Touba. Par des opérations de maillage et d'extension du réseau. Il y a aussi les baisses de débit. À chaque fois que ces problèmes sont notés, les dispositions qui sont prises pour y remédier très rapidement. Dans son budget 2021, la mairie de Touba a réservé une enveloppe de 300 millions de francs CFA destinée à la question de l'eau. Tierno Diakhaté, directeur de cabinet du maire. Cette somme est destinée à l'acquisition d'engins d'intervention. Il est prévu également le recrutement d'une 60aine de conducteurs de forage pour pouvoir intervenir dans les meilleurs délais. Il est également prévu l'acquisition de grosses pompes. Le comité mis en place multiplie les rencontres pour étudier les pistes de solutions. L'objectif global étant de régler définitivement le problème d'approvisionnement en eau de la cité religieuse. Marema Diop, Touba, RFM. Nous évoquerons les problèmes de l'hydraulique rurale dans notre rubrique Point de vue à la fin de cette édition. J'ajoute que le thème de cette année est la place de l'eau dans nos sociétés et comment la protéger.
Plus de 2 milliards de personnes n'ont pas accès à une eau salubre à travers le monde. 12h14. Le collectif des bacheliers non orientés menace de descendre dans la rue les prochains jours. Ces bacheliers non orientés dénoncent les 6854 nouveaux bacheliers qu'on n'a pas. Le fait que 6854 bacheliers n'ont pas été orientés jusque-là. Compte rendu de leur point de presse ce matin au Mokalsumdi. Les 6854 bacheliers non orientés n'ont jusqu'à présent pas reçu de demande d'admission leur permettant de rejoindre les amphis. Réunis en collectif, ces bacheliers réclament leur orientation dans les plus brefs délais. Souleymane Diouf est le porte-parole du collectif. Un nombre très important, ce qui veut dire que l'avenir de ces 6854 bacheliers est sacrifié par le gouvernement. Tout le monde sait qu'avoir un bac, ce n'est pas du tout facile. Nous avons travaillé de jour au nuit pour obtenir notre baccalauréat, mais nous ne ferons rien de cause que demander nos orientations auprès du ministre de l'Enseignement supérieur. Une fois que nous n'avons pas de réponse venant de ces autorités étatiques, d'ici quelques jours, on va descendre sur le terrain pour arracher ce qui nous revient. En plus des problèmes d'orientation fustigés, le collectif dénonce le manque de considération à l'endroit des 3000 bacheliers filtrés à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Souleymane Diouf. Nous ne pouvons pas terminer sans pour autant dénoncer le manque de considération aux 3000 nouveaux bacheliers filtrés à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar pour des raisons de surpeuplement de cet établissement. L'État les a proposé une réorientation, mais jusqu'à ce jour, rien n'est pas encore évident sur le dossier. Et d'ailleurs, ils ont bel et bien payé leurs frais d'inscription. Les membres du collectif des bacheliers non orientés menacent de passer à une vitesse supérieure si rien n'est fait. Ils interpellent les autorités étatiques pour un dénouement rapide de leur dossier. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Covid-19 au Sénégal, d'abord les chiffres du jour. 3 décès ont été enregistrés hier et 87 nouvelles contaminations ont été relevées sur 1398 tests effectués. 33 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation, ce qui porte le total de cas déclarés à 37 920 depuis le premier cas enregistré au Sénégal. 3 jours après la levée de l'état d'urgence et de catastrophe sanitaire, l'heure n'est pas au relâchement. Beaucoup de Sénégalais continuent de respecter les gestes barrières, surtout le port du masque, certains malgré eux, puisque la police est toujours en alerte pour surveiller, notamment dans les gares routières et les transports en commun. Reportage Anna Rocha. Sur l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar, une bonne dizaine de bus de transport en commun sont stationnés. Les clients montent un à un sans bousculade. Mais pas question d'entrer sans son masque. Madigène, receveuse de bus d'une ligne en partance pour la banlieue de Dakar, veille au grain. Assis, on respecte les mesures barrières. Dans le bus, tout le monde porte son masque. Le chauffeur, moi-même et les clients. Tu sais, les policiers continuent de nous surveiller, de nous contrôler. S'il y a des personnes qui n'ont pas leur masque, ils les font descendre du bus. D'ailleurs, sans la vigilance de la police toujours en alerte, Baïzal, la cinquantaine, aurait bien jeté son masque à la poubelle. Il y a à peine 2 jours, il a dû payer une amende de 3000 francs CFA pour non-respect du port de masque à la gare routière de Colobane. J'avais quitté la banlieue pour venir ici, mais je n'avais pas de masque, ainsi que d'autres personnes. Les policiers nous ont amenés au commissariat de Dieuppeul et ils nous ont fait payer 3000 francs chacun. C'était ça ou alors aller en prison. J'ai vraiment beaucoup de doutes par rapport à cette maladie. Donc, quand je suis dans un bus, je mets mon masque. Mais une fois dehors, je l'enlève. Le visage à découvert, son compagnon de route Babacar sait qu'il faut rester prudent. Le virus est toujours là. Il paraît que le virus circule toujours. Si c'est le cas, il ne faut pas qu'on se laisse aller. Mais bon. Malgré la levée de l'état d'urgence et de catastrophe sanitaire, certains citoyens ont décidé de continuer à respecter les mesures barrières pour lutter contre le coronavirus, même si, dans leurs propos, on sent beaucoup de lassitude. Sur le front de la vaccination, il faudra attendre 2022 pour pouvoir vacciner les cibles prioritaires au Sénégal. C'est la prévision de l'économiste statisticien Moubarak Lo qui dit se baser sur la disponibilité des vaccins anti-Covid dans le monde. Selon lui, le Sénégal ne pourra pas échapper à cette tension dans la distribution des doses. À Wambaye.
La vaccination est en cours et l'objectif pour la première phase, vacciner 3 600 000 personnes classées dans le groupe des cibles prioritaires. L'économiste calcule les doses disponibles en tenant compte du rythme des activités et des éventuelles perturbations dans la distribution au niveau mondial et arrive à cette conclusion. Moubarak Lo pense qu'il faut attendre 2022 pour espérer vacciner cette cible. Ce qui reste disponible dans le pays, c'est 484 000 doses. Et si on sait que chacun doit prendre 2 doses, finalement, on a 242 000 personnes qui peuvent être vaccinées. Vous avez une population de 3 600 000. Ça veut dire qu'on est à moins de 7% de l'objectif en termes de disponibilité de vaccins. Est-ce qu'on peut, d'ici la fin de l'année, atteindre cet objectif de 100% vu le rythme de progression, a priori, si on suit cette tendance, ce sera difficile de faire 100% d'ici la fin de l'année. Donc ce serait plutôt en 2022. Ici ajoute un autre élément qui est beaucoup plus sérieux. Le problème, c'est qu'il y a une pénurie de vaccins au niveau mondial. Aujourd'hui, il y a une lutte acharnée entre les pays pour pouvoir disposer des vaccins. Donc le Sénégal ne peut pas ne pas être concerné par cette dynamique. Donc il faut s'y attendre. Parmi les priorités, il faut des surpriorités. Moubarak Lo pense ainsi. Aujourd'hui, il est urgent, parmi les priorités qui sont fixées, les 20%, d'avoir des surpriorités. Et donc même d'avoir des critères. Et donc, éventuellement, sur les 20%, il y a peut-être 5% qui sont absolument prioritaires et donc de cibler d'abord ces 5% et d'avancer progressivement. Le Sénégal espère réceptionner 8 millions de doses pour l'année 2021. Mais l'économiste pense que ce ne sera pas aussi facile de les avoir. Les vaccins constituent aujourd'hui un produit dont la demande est supérieure à l'offre et dans le monde déjà, beaucoup de pays vivent déjà l'impact des tensions dans la distribution. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec vous, Georges Déthié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. Encore des tueries au Niger dans la région de Taoua. Au moins 60 civils ont été tués hier dans une série d'attaques contre des villages de l'ouest du Niger proche de la frontière malienne. Ce nouveau drame intervient 6 jours après des attaques similaires dans la même zone qui avait fait 66 morts. Au Mali, l'attaque du 15 mars dernier dans la zone dite des 3 frontières attribuée à AQMI. L'organisation État islamique a revendiqué l'attaque contre l'armée malienne à Tessit dans le nord-est du pays, attaque qui a coûté la vie à 33 soldats. Ils étaient tombés dans une embuscade tendue par une centaine d'hommes à bord de pick-up et sur des motos. Selon un récit rapporté par l'armée, 20 djihadistes avaient été retrouvés morts sur le terrain, a affirmé donc l'état-major. Au Congo, la classe politique endeuillée suite à la mort de Guy Brice Parfait Kolela. L'opposant congolais était diagnostiqué positif au Covid-19 vendredi. Guy Brice Parfait Kolela est décédé dans l'avion qui l'acheminait vers la France où il devait recevoir des soins. Il était candidat à la présidentielle qui s'est déroulée hier à quelques heures du scrutin. Guy Brice Parfait Kolela avait publié une vidéo dans laquelle il affirmait se battre contre la mort et demandait aux Congolais de se lever et d'aller voter pour le changement. Il est mort à l'âge de 60 ans, mort donc du Covid-19. Le Covid-19, on en parle. AstraZeneca défend son vaccin. Le laboratoire a affirmé que son vaccin est efficace à 79% et sans risque de caillots après des tests américains. Il ajoute que le vaccin est efficace à 80% pour les personnes âgées de plus de 65 ans, alors que plusieurs pays ont renoncé à le prescrire aux plus âgés en raison des données lors des précédents essais. En Égypte, la féministe Nawal Saadawi n'est plus. Elle est décédée à l'âge de 89 ans. Nawal Saadawi a succombé à des problèmes liés à son âge. Psychiatre, romancière, conférencière universitaire, Nawal Saadani a écrit des dizaines de livres et des articles dans les journaux égyptiens. Ses écrits portent essentiellement sur le féminisme, la violence domestique à l'égard des femmes et l'extrémisme religieux. Elle était opposée aux mutilations génitales féminines en Égypte et dans le monde. En Centrafrique, l'ex-président François Bozizé a pris la tête de la rébellion. Selon le porte-parole de la coalition des Patriotes pour le changement, Bozizé a répondu favorablement à l'appel des 6 groupes armés du CPC qui lui ont demandé de prendre la tête de la coalition en qualité de coordinateur général. Ces groupes armés qui avaient lancé il y a 4 mois une offensive pour renverser le président Faustin Archange Touadéra, réélu en janvier, sont désormais un recul après avoir pris le contrôle de plusieurs villes. Merci Georges Déthié Diop, il est 12h24. Parole aux auditeurs.
L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue dans une dizaine de minutes avec nos deux intervenants du jour. Nous débattrons de l'eau en cette journée mondiale de l'eau célébrée ce 22 mars 2021 et nous serons pour en parler avec Maître Massokhna Kane, président de SOS Consommateurs, et avec Ndiambe Diop, directeur du contrôle de l'exploitation à l'OFOR, l'Office des forages ruraux. RFM Sport. Bonjour à vous et bienvenue Malal Junior Daniel. Bonjour Suleiman et merci. Date FIFA, un jet privé mis à la disposition des internationaux sénégalais. Qui évolue en France pour les 2 prochaines sorties de l'équipe nationale du Sénégal. D'abord le 26 prochain au Congo pour y défier l'équipe congolaise. Ensuite à Thiès contre l'Eswatini pour enfin les ramener toujours dans la bulle sanitaire en France. C'est la condition imposée par la Fédération française de football, acceptée par la Fédération sénégalaise de football, ce qui va donc permettre à Aliou Cissé de disposer de ces 9 internationaux convoqués pour ces 2 dernières journées de qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique qui va se jouer au Cameroun l'année prochaine. Une CAN qui ne verra pas le Tchad y participer puisque cette décision a été prise ce matin de suspendre la fédération tchadienne de toutes les compétitions à 48 heures du match qui devait opposer les Tchadiens à l'équipe de la Namibie. La raison qui a motivé la décision de la CAF, c'est celle-là même qui avait été prise par le ministère plutôt des sports et de la jeunesse du Tchad qui a décidé de suspendre tout bonnement la fédération tchadienne de football, une décision que la CAF n'a pas digérée, d'où cette disqualification de toutes les compétitions, une disqualification qui aurait également comme conséquence de rendre plus difficile la bataille entre l'équipe de la Guinée et la Namibie qui vont se disputer maintenant le seul ticket restant. Ligue 1 de football, les équipes du championnat produisent du bon jeu. Du bon jeu, noté hier avec la tactique, la technique, mais également la force physique. C'est ce qui est sorti de la rencontre qui opposait hier à Denibir Ramdao, l'équipe de Génération Foot à l'AS Douane. C'était le premier avant cette 11e journée qui affrontait le deuxième sur ses terres. Serigne Saloudia, entraîneur de l'équipe nationale locale, y a assisté. Il fait le point. On a assisté à une très belle rencontre. Vraiment, les 2 équipes ont montré qu'ils méritent d'être dans le haut du classement. On a vu de haut part des équipes très engagées, des équipes qui mettent le pied sur le ballon, qui ont essayé de tenter des choses. Donc, malheureusement, le rouge est venu un peu compliquer le match. Je pense avec le rouge, les équipes étaient inférieures, donc c'était plus difficile de répéter les efforts. Mais dans l'ensemble, c'est un bon match. C'est des équipes vraiment qui aspirent à être en haut. Et je pense que les prestations qui sont faites aujourd'hui montrent que c'est 2 équipes qui sont très méritantes. J'ai fait en train de très bien retrouver son rythme de croisière. Et je pense que dans ce match, il y a eu des occasions, je pense, pouvait scorer en fin de temps. Donc je pense que GF est en train de s'inscrire dans une bonne dynamique et c'était prévisible parce que c'est des jeunes joueurs, comme on dit, qui sont en train de grandir, qui sont en train de s'affirmer de match en match. Et je pense que l'avenir peut réserver des surprises pour GF. À Saint-Louis, le stade de Maître Babacar Seye est source d'une grosse polémique. Doit-on ou pas détruire le stade Babacar Seye pour y construire un centre d'affaires? La proposition est sortie de la bouche du maire de la ville qui était à Saint-Louis ce week-end dans une émission sur Teranga FM. Il a dit avoir reçu une proposition qui voudrait que l'on casse le stade pour y construire un centre d'affaires. Comment les sportifs de la vieille cité ont accueilli cette nouvelle? Réponse dans cet élément de Mohamed Nabissela. C'est dans une émission sur une bande FM locale tenue à sa demande que le maire Mansour Faye a annoncé la possible délocalisation du stade Maître Babacar Seye. Stade Maître Babacar Seye. Je pense que c'est 11 milliards. Le budget de 11 milliards est déjà disponible pour le stade Maître Babacar Seye. Mais une réflexion est ouverte avec des personnes ressources pour voir si l'espace ne pourrait pas servir de centre d'affaires. Si le stade Maître Babacar Seye il y a un centre d'affaires. Est-ce que une idée réprouvée déjà par beaucoup de Saint-Louisiens, dont Adam Sall, qui explique que ce temple du sport, aujourd'hui abandonné, est un patrimoine historique. Le stade Babacar Seye représente un symbole très important. À Série, on a constaté qu'il y a vraiment un manque d'infrastructures sportives, notamment donc de stade. Et pourquoi pas réhabiliter ce stade Maître Babacar Seye et pourquoi pas aussi construire un grand stade à Ngalel. D'autres Saint-Louisiens de la diaspora en vacances dans la vieille ville abondent
dans le même sens, invitant le maire à rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard. C'est impensable. Le stade Victor, devenu stade Maître Babacar Seye, est un lieu mythique et un patrimoine pour tous les Saint-Louisiens. Il n'est pas allé visiter l'histoire. Dire qu'on change et faire autre chose est une grosse erreur. Je pense qu'il va rectifier le tir et nous réfectionner ce stade pour que nos jeunes puissent jouer. Le stade est considéré comme le pont Faidherbe et tous les autres édifices qui sont à Saint-Louis. Pour rappel, le maire était soupçonné par la communauté sportive depuis plusieurs années de vouloir faire de cet espace un centre commercial. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Une affaire à suivre dans la vieille cité Souleymane. N'est-ce pas? Merci, Amal Junior Diagne. Retour à l'actualité politique avec cette remobilisation des troupes de l'APR. Partout, il y a eu des manifestations dans le pays, Dakar, Tamba et même à Matam. Objectif, réinvestir le terrain depuis l'affaire Adji Sarr. Mais à Matam, il y a eu quelques flops. Il y a eu des contre-manifestations. Des jeunes sont sortis pour crier leur malaise. Phénomène rare pour être relevé. Entre Macky Sall et les populations du Nord, un ressort s'est-il cassé? Mohamed Ali Mouba a donné la parole à des analystes. Macky et le Fouta. Le charme est-il en train de se rompre? Même si l'analyste politique Mamadou Sy Albert n'y voit pas le début de la fin d'un amour qui a duré depuis le début du premier mandat du président Sall, il concède tout de même un début d'agacement. Bon, le bloc du Benno existe, c'est vrai, dans la région de Matam, mais il n'y a pas un parti suffisamment implanté au niveau des populations. Et l'APR souffre de l'absence d'implantation et de leadership. C'est des querelles au sommet qu'il y a, et assez souvent les gens critiquent les critères de désignation. C'est pas la compétence, c'est pas la formation, c'est des amis du président de la République qui dirigent l'APR. Le journaliste Hassan Sab voit derrière les manifestations des jeunes un malaise profond, un conflit politique de génération. Quelque part, la jeunesse, aujourd'hui, avec la prise de conscience de ses responsabilités de plus en plus, et avec les pressions, des problèmes, des difficultés à avoir de l'emploi et tout, la jeunesse a envie, quelque part, aujourd'hui, de dire non. Les populations dénoncent régulièrement leur malaise, absence de services sociaux de base, absence d'infrastructures, chômage des jeunes. C'est pourquoi ils ne veulent pas rester en marge de la révolution qui se dessine dans le pays. Le désamour, non. Pour les populations qui sont beaucoup plus adultes, non, pas forcément. Ces gens-là pourraient toujours être dans la majorité. Mais comme je l'ai dit tantôt, la jeunesse n'a pas envie véritablement d'être en marche. Véritablement des mouvements de contestation observés ailleurs. Et elle souhaiterait elle-même également s'impliquer davantage dans les gestions des affaires publiques, mais surtout dans la pression contre les gouvernants pour le changement de cap. Pour Mamadou Sy Albert, l'APR souffre. Selon Mamadou Sy Albert, les manifestations des jeunes montrent qu'il n'y a pas d'électorat captif définitivement acquis. Surtout pas du côté des jeunes qui refusent d'être prisonniers d'un système où ils n'ont aucune voix. La revue de presse signée par Georges Déthié-Diop. Guy Marius Sagna et compagnie devant le doyen des juges d'instruction ce lundi. Selon l'Observateur, ils seront auditionnés par Samba Sall. Enquête parle plutôt des juges du 8e et du 4e cabinet d'instruction. En tous les cas, pour Source A, les auditions de toutes les personnes arrêtées suite à l'éclatement de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr débutent aujourd'hui. À l'issue des auditions, leurs avocats vont introduire des demandes de mise en liberté provisoire. Et si l'on en croit Enquête, l'on va vers leur élargissement. Et pour cause, le parquet a été instruit de ne pas s'y opposer. Quant à Ousmane Tounkara, arrêté aux États-Unis suite à une plainte de l'État du Sénégal, Les Échos nous apprend qu'il sera fixé sur son sort le 31 mars prochain. Et il sera jugé donc dans 2 semaines. Et selon mon confrère, ses avocats jouent la carte des manquements dans le respect des droits de l'homme au Sénégal pour lui éviter l'extradition. On le rappelle, l'État du Sénégal a porté plainte contre lui pour menaces terroristes et menaces de mort à l'endroit d'autorités étatiques. Des autorités à la tête desquelles Macky Sall, qui avait appelé au calme et à la sérénité et avait pris des engagements envers la jeunesse. À sa suite, relève Vox Populi, les apéristes du département de Matam assurent le service après-vente. Selon le journal, ils se sont engagés à être plus accessibles et à traduire en actes le soutien financier du président à la jeunesse. En effet, Farbangom et compagnie ont organisé hier un méga meeting à Matam. Et si l'on en croit l'AS, ils ont réussi le pari de la mobilisation. Le
journal rapporte qu'à l'issue de la rencontre, un mémorandum a été remis au gouverneur de Matam pour que des solutions soient apportées aux préoccupations de la région. Les Échos rendent compte du meeting et soulignent que Farba Ngom et compagnie flinguent Sonko et Adoub Maki. À Pékin, par contre, le meeting de remobilisation des troupes de Benno Bokk Yakaar a été émaillé de violence. Tribune fait état de plus de coups de poing, de jets de pierre et chaises qui ont volé en éclats, de bombes à gaz, 4 blessés évacués à l'hôpital. Étaient présents à la rencontre qui avait pour cadre l'hôtel de ville de Pékin, Abdou Karim Sall, Awanyang, Pape Gorguindong, Daouda Ndiaye, entre autres. Tribune fait savoir que ce sont les jeunes de l'APR regroupés au sein de Pékin, APR Rouge, dirigés par Ibrahim Ngom, qui ont perturbé la rencontre. Et vous savez quoi? Le maire Abdoulaye Timbo a été exfiltré. Nous restons avec la mouvance présidentielle. Le quotidien rapporte que les leaders de Benno Bokk Yakaar ont dénoncé l'appel à l'insurrection de Ousmane Sonko qui a causé une dizaine de morts. Selon le journal, Macky Sall et ses alliés appellent à se dresser contre un tel projet anti-républicain, antidémocratique, anti-national et anti-populaire. Ousmane Sonko, justement, l'observateur décrypte sa nouvelle démarche. Le leader de PASTEF établit depuis son placement sous contrôle judiciaire des alliances politiques à coup de déplacements et de visites. Mais ces dernières rencontres avec des figures de la politique politicienne ont suscité beaucoup d'interrogations pour un parti qui ne veut faire aucune concession au système Sonko. Les actes contre nature, la démarche actuelle du leader de PASTEF qui brouille le message originel de PASTEF. C'est à lire à la page 4 de l'Observateur. L'Obs qui livre par ailleurs les raisons du report de la visite de Sonko au khalife général des Mourides. C'est hier dimanche que le leader de PASTEF devait être reçu en audience par Serigne Mountakha. Audience reportée sine die. Cet entretien à lire dans Vox Populi, entretien avec Moussa Tine, leader de l'Alliance démocratique Pencco et membre de Taxawu Sénégal. Il analyse l'actualité nationale marquée récemment par de violentes manifestations consécutives à l'affaire Sonko. Vox Populi souligne que Moussa Tine ne croit pas à l'appel à l'apaisement du chef de l'État. Il estime que le pouvoir est dans une logique de déferroite avant de passer de nouveau à l'acte. Un autre acteur politique, Déthié Fall, l'ex-vice-président de Rewmi. L'Observateur nous apprend qu'il a décidé de créer sa propre formation politique. Lancement prévu le 28 mars prochain. À la une de Sud Quotidien, le président de l'Union des magistrats du Sénégal entretient en prélude à l'atelier de l'UMS le 25 mars sur le thème État de droit et indépendance de la justice, enjeux et perspectives de réforme. Le magistrat, qui sort un livre les jours à venir, soutient qu'en l'état actuel de nos textes, le Conseil supérieur de la magistrature n'est ni autonome ni doté de prérogatives, contrairement à beaucoup d'autres conseils supérieurs en Europe et même en Afrique. Souleymane Teliko qui souligne par ailleurs que rien de substantiel n'a encore été fait sur la réforme du statut du parquet et de celle du Conseil supérieur de la magistrature. La santé à présent, dans Source A, le coordinateur du programme élargi de vaccination se prononce sur les effets secondaires constatés sur 22 personnes qui ont reçu leur dose de vaccin anti-Covid-19. Selon Dr Ousseynou Badiane, les 16 concernent le vaccin Sinopharm et les 6 AstraZeneca. Le coordinateur du PIV précise qu'il n'y a aucune inquiétude à se faire. Cela ne présente aucune gravité. Les effets attendus, fièvre, douleur dans la zone piquée et fatigue. À vos kiosques et bonne lecture.